La vérité du pouvoir, c'est le tube décrit par Lacan. Les torsades de l'inconscient en forme de lierre autour d'un cône à l'intérieur duquel il n'y a que du vide. Alors paraît-il, il faut flinguer à bon escient, renvoyer les ascenseurs, ne pas se laisser oublier, avoir l'œil avisé et le réflexe prompt. C'était un sport amoral parce que l'essentiel des combats se déroule en catimini, à fleurets non mouchetés, dans un même camp. Alors, ce n'était pas un aristo, sûrement pas un grand bourgeois, mais un paladin du Moyen-Âge, un peu condottière sur les bords. Un physique de playboy hollywoodien, style hussard en bivouac de campagne, héritage gaulo-pompidolien matiné d'œcuménis ratsoc. Chirac se prouvait en s'éprenant à la fois cavalier et monture aux quatre vents d'une steppe, en quête d'un destin longtemps improbable. Il vivait au présent de l'indicatif entre Paris et la Corrèze, sans autre boussole que son instinct. Il rêvait des trains de l'histoire avec une majuscule, et qu'importe la fidèle pourvu qu'on ait l'ivresse d'une croisade. C'était d'Artagnan qui, 20 ans après, récupère ses complices et leur propose une affaire où il y a des coups à donner, des pistolets ramassés, des miladies à châtier et de la gloire à conquérir. Il voulait plier la réalité à ses songes, sculpter son profil en figure de proue et faire de sa vie brouillonne une œuvre d'art. Alors, la politique telle qu'il a rêvé entre deux lectures, quelques minettes et pas mal de viresse, et cela, un mano-mano tragique avec l'histoire de France. Mais malheureusement, un romantisme brut de l'action rectifiait celui de l'âme. La politique comme une chevauchée au triple galop avec des espions à feinter, des duchesses à suborner, des tavernes où le vin se laisse boire. Peu importe que l'on soit réal comme Athos, jésuite comme Aramis ou Ratsoc comme D'Artagnan, le tous pour un inaugure le serment de la place royale et compte davantage que l'étiquette. Alors, Pareto disait de l'histoire qu'elle était un cimetière d'aristocrates, et peut-être que l'histoire a décampé. Elle a créé sur d'autres territoires, d'autres scénarios, et rideau sa douce France, celle de Chirac, dont les angélus depuis Saint-Martin auront scandé les joies et les peines, et qui, outre des saints et des héros, ont reproduit ce miracle tout bref, l'honnête homme à la française. Jean-Luc Barret, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler de votre dernier livre, Ici chez Chirac, de Jacques Chirac, et d'avoir une citation de Chirac. Chirac disait « Le passé m'emmerde », et il disait « Je ne me retournais jamais sur mon passé ». Oui, c'est le paradoxe, c'est qu'il m'a sollicité pour écrire ses mémoires. Oui, c'est assez étonnant. En fait, ça l'emmerdait, oui, parce que d'abord, il n'avait pas très envie, c'était la fin de sa vie, et puis c'est pas lui qui avait eu l'idée forcément des mémoires, c'est un peu sa fille. Et puis, je crois qu'en fait, il n'avait pas le goût de son propre passé à lui. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à lui-même, en fait. Mais, pas tellement d'ego. On vit dans une époque où tout le monde cultive son ego, mais lui, il n'avait pas d'ego. Et d'ailleurs, il parlait très rarement de lui à la première personne. Il disait rarement « je ». Et donc, en fait, il a commencé par me dire ça, le passé m'emmerde. Je me suis dit, bon, voilà, c'est pas gagné. Mais en même temps, je savais qu'il fallait l'entraîner un peu là-dedans et qu'il fallait que ça devienne un peu un jeu. Donc, c'est ce jeu qui a permis de faire les mémoires. Mais c'était un défi au point de départ. Ce qui est très amusant, c'est qu'il n'était pas du tout préoccupé de la place qu'il a laissée dans l'histoire. Il pensait en laisser aucune. Et en fait, il vous avait choisi parce que vous étiez un peu en dehors du sérail médiatique. Parce qu'il avait eu Franz Gisbert qui avait voulu faire une biographie de lui et qu'il avait un peu entourloupé. Bon, d'abord, je crois qu'il se méfiait beaucoup des journalistes. Ouais. Il n'était pas très à l'aise avec eux. C'est pas un homme de communication non plus. Il n'était jamais très à l'aise sur un plateau de télévision. Et puis, à la fin de sa vie, d'abord, il y avait un problème, c'est que, sans être vraiment très malade à l'époque où je l'ai connu, il était quand même pas tout à fait celui qu'il avait été, celui que vous avez décrit, la chevauchée, etc. C'était pas du tout ça. Il y avait une donc, chevauchée non, mais je veux dire, il était impromptu sur une route dont les horizons se dévoilent à mesure. C'est ça, oui. Mais il était, non, mais disons que voilà, il n'avait pas envie forcément qu'on voit que certaines choses, il les avait un peu oubliées. Donc l'idée d'avoir un historien avec lui, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait son histoire, en plus qui avait de la sympathie pour lui, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de journalistes. Et Olivier Gisbert avait écrit un premier livre sur lui qui était assez bien. C'était un livre qui se situe avant l'élection à la présidence de la République. Puis après, il a fait un livre terrible contre lui, sur ce qu'il appelait la tragédie du président, où il le décrivait. C'était pas totalement faux, mais c'était terrible, quoi. C'est-à-dire, François-Olivier Gisbert, que j'aime bien par ailleurs, est quelqu'un qui adore fréquenter les présidents jusqu'au moment où il les exécute. Donc c'est ça qui s'est passé avec Chirac. Donc il y avait une méfiance. Après, il a trouvé le livre formidable, les mémoires formidables. Franz, il a fait des papiers incroyables. Mais je crois qu'il n'avait pas envie de se confier à un journaliste. Il pensait que tous les journalistes étaient un peu des voyeurs, donc il n'avait pas, à la fin de sa vie, il n'avait pas envie qu'on le regarde, qu'on voit qu'il était devenu un vieux monsieur,
qu'il s'ennuyait un peu, que c'était un roi sans divertissement, Chirac, à la fin. Oui, on va revenir un peu sur pas mal d'anecdotes qui jonchent son parcours. Et notamment une chose assez touchante, c'est quand il vous parle de sa passion pour les sumos. Il vous parle notamment de ce moment d'une intensité extrême où, avant de s'empoigner, les deux sumos se regardent dans les yeux. Non, mais forcément, je lui demandais qu'est-ce qu'il trouvait au sumo. Enfin, les sumos pèsent à peu près 200 kilos. Ils sont. Vous n'avez pas une passion pour les sumos? Non, je ne comprenais pas surtout. Et donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous fascine chez les sumos? Et d'ailleurs, personne ne comprenait. Oui, personne. Sarkozy disait, mais est-ce qu'on a idée, quand on est président de la République, de s'intéresser à ces hommes obèses, etc. Alors Chirac m'avait dit, vous ne le mettrez pas dans les... Je l'ai mis dans mon livre d'ailleurs. Il dit, est-ce que je lui demande lui pourquoi il s'intéresse à la bicyclette? Donc voilà, c'était au fond sa passion à lui, c'était les sumos. C'est-à-dire sa passion, c'était... Chirac est un homme qui avait une grande culture de ce monde-là, et il savait très bien que la question des sumos, c'était le moment où il se jauge pendant 2-3 minutes. Et le défi est là, dans le regard. Et quand on est un homme politique, on sait très bien que les choses se passent dans le regard, souvent. Et donc c'est une école finalement de compréhension du fonctionnement, des rapports politiques, etc. Donc il aimait ce jeu-là. Enfin, c'est pas un jeu, c'est une scène de théâtre. Mais il était très pénétré de culture japonaise, chinoise, etc. Il connaissait admirablement ça, plus que la culture française d'ailleurs. Mais alors d'ailleurs, vous disiez, il y a une formule qui l'a séduite. Vous disiez, il n'est occidental que par sa naissance. Oui, un jour, on a discuté de ça parce que je lui ai dit, mais au fond, vous êtes un occidental par le hasard de la naissance. Donc il a approuvé la formule, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas... Bon, vous connaissez tous, j'imagine, le musée du Quai Branly. On est très ignorants. Hein. Non, vous êtes ignorants. Le niveau dans les grandes écoles et à Sciences Po a baissé. Non, mais allez-y, c'est un musée extraordinaire. Et ce musée, quand vous êtes là, vous êtes chez Chirac. C'est-à-dire qu'il a créé ce musée contre tout le monde, des conservateurs parisiens, Rosenberg, etc., qui considéraient que cet art-là, c'est-à-dire l'art amérindien, l'art asiatique, enfin toutes les formes d'art africain, étaient des arts mineurs. Et lui considérait au contraire que c'était des arts majeurs. Donc, et ça, j'ai découvert finalement qu'il s'y intéressait depuis toujours. Adolescent, il allait au musée Guimet, etc. Donc il s'était construit une culture un peu d'autodidacte, qui était à côté de la culture qu'on apprend à l'université, etc. Et c'était sa passion secrète. Et longtemps, il a collectionné, sans le dire à personne, des œuvres. Mais c'est comme m'avait confié Tinac à la fin de sa vie. Dit Tinac. Oui, non, il nous écoute attentivement. C'est que on avait créé une image de Chirac ayant une passion pour la bière, la tête de veau et la musique militaire. Et par exemple, Chirac n'avait aucune passion pour la musique militaire. Pour la bière, si. Oui, mais on avait créé une sorte de Chirac un peu beauf, alors qu'il n'était pas du tout le personnage. Mais c'est lui qui l'a créé, c'est pas... Oui, il s'était créé. Personne n'a créé cette image, c'est lui. Oui, c'était créé. Il avait créé une image, enfin, il disait j'aime la musique militaire, j'aime les westerns. Alors les gens disaient oui, il aime les westerns. Et un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous aimez dans les westerns? Il m'a dit, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que moi, je suis du côté des Indiens. Donc mais c'est autant de clés pour comprendre cet homme, finalement. Et donc, il s'est bâti une espèce de réputation, d'image un peu sommaire, de type pas très cultivé alors qu'il l'était. Et donc, c'était un peu pour se protéger, je pense. Il y avait une espèce de jardin secret, comme ça, qu'il voulait préserver. Considérant d'ailleurs que l'homme qu'on allait élire, on allait les lire forcément sur des idées comme ça, un peu toutes faites. Il fallait ressembler aux Français pour être élu, finalement. Voilà. Mais c'est très drôle parce que, ça on coupera peut-être, parce que c'est seulement qui ont un intérêt, mais j'ai un nom qui est un homme politique très très connu, qui a été premier à Normal Sup, premier à l'ENA, qui a une immense intelligence, un homme très très cultivé, et qui a pensé que pour être élu et pour faire carrière, il fallait qu'il dise qu'il ait une passion pour le porno, la BD et... je crois, la course à pied. Moi, et voilà, et je pense que c'est une erreur fondamentalement. Enfin, je pense que je préfère qu'on soit quelqu'un comme François Mitterrand, même si François Mitterrand a beaucoup triché, mais qu'on assume ses goûts littéraires, qu'on assume beaucoup de choses. Je pense que Chirac, s'il avait dit « j'aime le sumo », pour se faire élire encore un, c'était pas facile. S'il avait dit « j'aime la culture asiatique », on lui aurait dit « mais enfin, et la Joconde ». Or, il considérait que la Joconde était une œuvre d'art importante, mais il y avait en Afrique, dans l'art africain, des œuvres aussi importantes que celle-là. Donc, je pense qu'il s'est dit, je ne serai pas compris, et c'est mon domaine personnel. Ce qui est fabuleux, c'est que ça termine par un musée. Donc, aujourd'hui, il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui vont voir ce musée, qui a une valeur réelle, et qui a réhabilité, au fond, toute une culture. Et ce qui restera de Chirac, je ne sais pas ce qui restera de Chirac, mais je pense que ce musée restera, en tout cas. Alors, on va donc
parlez de votre première rencontre avec Chirac, vous évoquez, quand vous voyez vos convictions gaullistes, vous dites que vous avez été adhérent de jeunesse au RPR, que 18 ans avant, vous l'avez interrogé à l'hôtel de ville, et vous avez le malheur de sortir une phrase terrible, où vous dites « En somme, je suis un peu de la famille ». Et là, il y a un silence absolument terrifiant dans la salle. Non, en réalité, c'était le premier jour, je l'ai vu, et il était comme toujours extrêmement chaleureux, etc. Bon, moi, j'étais j'étais pas intimidé, parce qu'en fait, c'est pas un homme qui vous intimidait. Oui. Il était évidemment plus grand que moi, parce que je ne suis pas grand, mais il donnait pas l'impression d'être plus grand que vous. Et il y a des gens qui sont très grands, ils font presque exprès. Je ne sais pas si vous connaissez un garçon qui s'appelle Arthur Poli, par exemple. Mais Arthur Poli, il s'applique toujours. Il parle de lui à la troisième Voilà, personne. il s'applique toujours à vous faire remarquer qu'il est plus grand que vous. Mais non, sérieusement, c'était pas le cas de Chirac. Donc, je n'étais pas intimidé, et en plus, je l'aimais beaucoup. Mais d'abord, il a commencé par m'appeler maître. Alors, il me dit bonjour maître. Alors, je dis écoutez, vous n'allez pas m'appeler maître. Vous avez pris pour un notaire? Non, c'est ça, non. Mais c'était non, il avait une forme de respect à l'égard des gens qui pensaient être des gens qui savaient des choses. Et alors, je lui ai dit, vous savez, ça me rappelle une anecdote, qu'un jour, le général de Gaulle a reçu Louis de Funès à l'Élysée, il l'appelait maître, alors c'est à peu près la même chose. Donc ça l'a fait rire. Et le rire entre nous a été fondamental pour établir un contact. Il ne fallait pas donner l'impression de se prendre pour un type comme ça, un peu, voilà. Donc, et donc, on a, en fait, moi, je me suis senti un peu à l'aise, et il y avait sa fille, Claude, la redoutable Claude. Et Claude était là. Et à un moment donné, j'ai dit, voilà, j'ai fait ça, je vous ai toujours suivi dans vos combats. Et j'ai l'impression, et je me suis dit, oui, je suis un peu de la famille. Et là, j'ai senti une espèce de silence. Non pas chez lui, d'ailleurs, mais chez elle. L'air de dire, de quoi il se prend. Enfin, la famille, c'est pas lui, quoi. Voilà. Donc, mais en fait, ça voulait tout dire. Ça voulait dire que je me sentais vraiment... Et je crois que ça a joué dans la relation qu'il y a eu entre nous tout de suite, parce qu'en fait, elle s'est passée en tête-à-tête pendant 4 ans. Mais alors, là, du coup, on parlait de Claude Chirac. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Claude Chirac, à un moment, vire Chirac de l'écriture de son propre livre. Oui, c'est une anecdote assez incroyable. Non, ça, c'est absolument sidérant. Elle voit Chirac, elle lui dit « Tu vas nous empêcher de travailler, ne reste pas là ». Oui, c'est un jour où il y avait des séances de relecture. Ça en dit long, d'ailleurs, sur la relation qu'il y avait entre les deux. Parce qu'elle a eu, à un moment donné, elle l'a aidé à se faire élire en 1995. Mais après, elle a occupé une place qui était vraiment une place trop importante, de conseillère, elle se mêlait absolument de tout. Et surtout, elle avait une peur bleue que son père dise des choses qu'il ne fallait pas dire. C'était la peur de la gaffe. Chirac avait fait pas mal de gaffes, mais bon, c'était pas très grave. Et donc, elle avait peur de ça, elle le surveillait. Tout le monde se souvient de scènes où elle mettait un doigt sur la bouche pour lui dire de se taire, etc. Donc, c'était très désagréable parce qu'au fond, elle l'a beaucoup brimé. Il s'est laissé brimer d'une certaine manière, ce qui est d'ailleurs assez mystérieux. Mais on n'imagine pas ça de Gaulle, de Mitterrand, même pas de Macron, enfin, des gens comme ça. Il y avait une espèce de pouvoir d'une fille sur son père. Il revient un quart d'heure après et lui dit « Tu vois pas que tu nous perturbes ?» Et là, ce qui est terrible, c'est quand vous sortez le livre, là, on va parler du livre après, mais elle demande une révision du livre parce que le livre était trop hostile à Giscard d'Estaing, trop pro-Mitterrand et surtout trop gauchiste. Elle trouvait que vous aviez fait un Chirac de gauche. Non, alors ça, c'est sur les mémoires, en fait. Oui, sur voilà, les mémoires, voilà. Oui, des il mémoires, y a un moment où, d'abord, Chirac vient plutôt de la gauche, en réalité. Bon, comme Mitterrand venait de la droite. Bon, ça fait partie des paradoxes de la... Mitterrand est beaucoup plus à droite que Chirac, voilà. en fait. Et donc, Chirac me disait un bien fou de Mitterrand. Alors, je lui disais, mais enfin, vous êtes affronté beaucoup, vous êtes combattu, etc. Et j'ai découvert qu'il avait pour lui... Alors, après, c'est la révision, hein, c'est le temps, quand on écrit ses mémoires, souvent on révise les jugements par rapport à ce qu'on a pu ressentir au moment où on a vécu les choses. Mais donc, j'ai dit, écoutez, alors, moi je le poussais dans ses retranchements beaucoup. J'ai dit, mais enfin, vous avez dit ça de lui, il a dit ça de vous. Mais respect. Respect pour Mitterrand. Et donc, arrive le moment où, effectivement, il y avait des séances de relecture avec Claude Chirac, son mari et d'autres qui relisaient les chapitres. Et moi, j'avais pour moi le fait que Chirac m'avait dit un jour, écoutez, vous n'écoutez que moi. Voilà. Et Bernadette Chirac m'a encouragé d'ailleurs dans le même sens. Bon, elle n'était pas dans les séances de relecture. Et puis, Claude me dit, mais je trouve que ce chapitre tire un peu trop mon père à gauche. Et je lui dis, écoutez, je suis désolé, c'est votre père qui me parle, moi je ne suis pas... Donc ça a été une séance effrayante, et il est arrivé, il venait de faire sa sieste, j'imagine, et il est arrivé, et il a dit, bon, voilà, tout va bien, et il a essayé de rester dans la salle, et à ce moment-là, elle lui a dit, mais tu nous empêches de travailler. Il s'agissait quand même de ses mémoires. Mais bon. ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle pensait que le livre de Chirac mettait trop à gauche, et finalement, dans l'histoire, quand on garde l'idée de Mitterrand,
on a une vision de Mitterrand finalement beaucoup plus à droite que Chirac, parce que Mitterrand qui croyait en les forces de l'esprit, qui aimait Chardonne, Morand, Brasillac, qui avait des amitiés bizarres avec Bousquet, qui aimait les ânes, le silence. Qu'on puisse dire, oui. Voilà, ouais, qui était finalement Mitterrand une sorte de personnage florentin avec Roland Dumas et tout. Finalement, Mitterrand avait une image qui est presque beaucoup plus d'un homme de droite que Chirac. Oui, mais je crois que Mitterrand était très malin avec Chirac, ce que n'avait pas été Giscard. Giscard l'avait très mal traité quand il était Premier ministre. Ça s'est mal terminé, comme on sait. Et Mitterrand avait compris la psychologie de Chirac, qui était un homme assez sensible. Et finalement, je ne dis pas qu'il était complexé, ce n'est pas le cas, mais il avait une sorte de... Il n'y a pas une grande confiance en lui, finalement, par rapport à Mitterrand, qui était un personnage qui avait d'immenses sentiments très forts de sa personne, ce qui n'est pas le cas de Chirac. Donc Mitterrand a su être à son égard respectueux, etc. Donc c'est quelque chose à jouer. Puis en 1994, ils se sont retrouvés tous les deux, lui, président sortant, Mitterrand malade, et Chirac a été très, vis-à-vis de lui, très respectueux aussi, et rejeté par leur camp, les deux. C'est l'époque où Chirac était face à Balladur. Enfin bref, tout ça les a rapprochés, je crois, une espèce de... Je sais pas, je dis pas une amitié, mais une espèce de respect mutuel qui a fait que... et puis Chirac avait été très sensible à la mort de Pompidou, à la maladie de Pompidou, donc le courage de Mitterrand par rapport à la maladie, tout ça avait joué, je pense. Et en tout cas, il détestait Giscard, et il avait pour Mitterrand une forme de respect. Et alors ça, c'est pas dans le bouquin. Et d'ailleurs, le discours qu'il a fait au moment de la mort de Mitterrand était extraordinaire. Tout à fait. Mais ça, c'est pas dans le bouquin, mais pourquoi? Parce qu'il y avait une haine terrible entre Chirac et Le Pen, alors qu'il y avait une forme entre Le Pen et Mitterrand. Ah bah oui, oui, un peu. Il n'y avait pas du tout une haine. Même Roland Dumas non, il y a une sorte de connivence. Oui, même une connivence. Et même Roland Dumas dans les mémoires fait presque une apologie, enfin dit des choses très positives sur Le Pen. Non, je pense, d'abord il n'y a pas de haine. Le mot haine ne va pas à Chirac. Non. D'abord, c'est pas un sentiment que je n'ai jamais vu éprouver vis-à-vis de qui que ce soit, même pas la rancune. Il n'était pas comme ça, quelque part, il s'en foutait un peu. Il avait un sentiment très fort sur les gens, il savait très bien avec qui. Il avait une opinion, voilà, qui pouvait être parfois cinglante, mais pas de haine. Et vis-à-vis de Le Pen, il m'avait dit une chose très simple, mais il l'a dit aux Français d'ailleurs. Il n'y avait rien de compatible, c'est tout. Nous ne partageons pas les mêmes idées, ne partageons pas les mêmes valeurs. Je refuse de débattre avec ce personnage. Je ne veux pas le voir. Il l'a vu 2 fois, mais ça, c'est dans les années 80, à des moments où il y a des questions de négociation qui n'ont pas abouti, mais Chirac est allé un peu à contre-cœur. Et il a quand même incarné en 2002 le refus de Le Pen en ayant 80% des Français avec lui. Je ne suis pas sûr qu'en 2022, le président, quel qu'il soit, sortant ou la personne qui sera face à Le Pen, aura 80% des voix pour lui. Donc il incarnait vraiment un rejet fondamental de ce qu'était le Front National, c'est-à-dire ces valeurs-là de discrimination, de haine pour le coup, etc. Tout ce qu'est le Front National, qui essaie de nous faire oublier Marine Le Pen aujourd'hui avec un discours totalement lignifiant sur tous les sujets, mais enfin, bon. Voilà, donc il n'y a pas de haine chez Chirac. Non, il y avait quelque chose de... C'était, je ne lui parle pas, j'ai rien à lui dire. Ah oui, alors qu'avec Mitterrand, il y avait une sorte, peut-être même littéraire, mais quelque chose... Non, pas de rapport littéraire. Non, c'est 2 grands animaux politiques. Voilà. Ils se reconnaissent parce qu'ils sont de la même race, parce que d'abord c'est 2 provinciaux, et ils sont de la même race. Mitterrand appréciait chez Chirac le côté animal politique, au sens le plus je disais entre Mitterrand et Le Pen, il y avait... Non, mais Le Pen, c'est autre chose. Le Pen, c'était une créature. Pour Chirac, Le Pen, c'était une anomalie de la vie politique. De toute façon, le fait qu'en 2002, il se retrouve au 2e tour a été pour Chirac un choc terrible. Parce que là, c'est comme un joueur qui est habitué à une partie avec des règles précises, des comportements, etc. Il voit arriver ce personnage, il ne comprend plus rien de ce qui se passe. Et d'ailleurs, on n'en est pas sorti de cette histoire. Mais ce qui est dingue, c'est que ça a été aussi un choc terrible pour Le Pen, qui venait de vivre la scission Maigret, qui pensait qu'il allait rien faire et qui n'avait aucune envie de... Non, ça n'a pas été un choc, c'était une surprise. Une surprise, voilà. Une divine surprise, comme aurait dit Charles Maurras. Ouais. Alors, on va parler maintenant un peu, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du... Ici, c'est Chirac. Sa santé. Chirac trouvait invraisemblable et scandaleux d'avoir des accidents de santé et il minimisait toujours la gravité de ces accidents de santé. Et ben, il disait, ce n'est pas dans ma nature de me poser des questions sur ma santé. Et par exemple, sur son AVC, qui a d'ailleurs été un peu sans séquelles, plus ou moins, le premier. Ah non, les séquelles ont été terribles. Non. Là, je suis dans une extrême Chirac. Non, les séquelles ont été terribles parce que, d'abord, l'AVC est en 2005. Je pense que l'AVC est... Je ne suis pas médecin, mais l'AVC est assez important. Chirac n'est pas quelqu'un qui faisait tellement attention à sa santé. Oui. Et il buvait beaucoup, il mangeait beaucoup. Bon. Et donc, il y avait une espèce de fuite en avant. Et donc, il arrive ce problème en 2005. Il a des problèmes de vue, etc. Donc,
continue à gouverner jusqu'en 2007, mais au ralenti. Et l'homme que je vois en 2007 me donne pas l'impression d'être malade du tout, mais bon, voilà, c'est un Chirac au ralenti. Et donc, qui en plus vit très mal la période de l'après-pouvoir. Donc il lutte plus, en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé chez lui, c'est que dans la période des mémoires, il était intéressé par... Il a fini par se prendre au jeu, donc ça l'a intéressé. Le succès a été énorme. On a vendu près de 500 000 exemplaires des mémoires. Donc succès auquel il ne s'attendait pas du tout. Il me disait, vous devriez signer le livre, avec vous ça marcherait, moi ça ne marchera pas. Enfin bon, des choses auxquelles je ne croyais pas, bien sûr. Mais... Et donc, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, il était un peu galvanisé, mais il s'est laissé un peu après, un peu couler. Et comme il était dans l'autodérision en permanence, c'était très compliqué de savoir ce qui était du domaine du jeu et de la vérité. À un moment donné, j'avais surpris qu'il marchait un petit peu à petits pas, et c'était très lié à son problème de santé, parce qu'il avait un problème de dégénérescence qui avait été identifié après d'ailleurs. Et il m'avait dit, ah oui, je marche à petits pas parce que je suis vieux maintenant. Enfin, c'était une manière assez, d'ailleurs, assez touchante finalement de brouiller un peu les pistes. Et puis, non, les séquelles ont été très fortes. D'ailleurs, il est mort, il a mis du... Oui, surtout moralement, il était très atteint. Vous racontez par exemple une scène aussi quand il est plus au pouvoir, c'est assez terrible, à propos de Pécresse. Une anecdote. En mai 2008, il sort de ses gonds, il y a une déclaration de Pécresse et dit « Comment cette déclaration de Pécresse qui vient de me cracher dessus alors qu'elle me doit tout ?» Oui, moi j'aime beaucoup Valérie Pécresse. Ah non, mais on n'est pas une émission anti-Pécresse. Non, mais je sais que c'est quelque chose qui a été rapporté à Chirac et qui n'est pas exact, parce que Valérie Pécresse avait beaucoup de respect pour lui. Mais le problème, c'est qu'il faut resituer ça dans le contexte. Quand vous n'êtes plus au pouvoir, c'est le cas de Chirac à ce moment-là, 2007, beaucoup de gens, oui, 2007-2008, il quitte le pouvoir en 2007, quand vous n'êtes plus au pouvoir, beaucoup de gens s'éloignent de vous. Bon, et je pense que Valérie Pécresse a voulu donner quelques gages à Nicolas Sarkozy à ce moment-là. Donc elle a eu une réaction un peu bizarre, elle me l'a reconnu, elle m'en a parlé un jour, elle l'a reconnu, à propos des universités, en disant au fond, Sarkozy a fait ce que Chirac n'avait pas fait, enfin un truc comme ça. Bon. Donc Chirac, elle a très très mal vécu. Beaucoup de gens ne venaient plus le voir rue de Lille parce qu'ils savaient très bien, les courtisans habituels, que s'ils allaient voir Chirac, ils se mettraient mal avec le pouvoir. C'était avec Sarkozy qui s'est comporté quand même de manière absolument ignoble pendant les 5 ans où il a été président vis-à-vis de lui. Et donc, elle a un peu payé pour les autres, mais je ne peux pas dire que ce soit elle qui soit le plus mal comportée, loin de là. Oui, non, on va en parler. On va revenir aussi sur le début de Chirac. Son adolescence, et pourquoi je parle d'une chose chez un pompier, vous êtes moqué de moi très méchamment, c'est qu'il rêvait d'un destin, il vous racontait de marine marchande, navigateur au long cours, ou direction des transports aériens, et vous avez dit, je me suis souvent dit que je pourrais faire quelque chose de différent ou de meilleur. Et c'est drôle parce que vous avez écrit une biographie de Dominique de Roux, qui était allé avec Jonas Savimbi, qui avait écrit le 5e Empire. Est-ce que Chirac rêvait un petit peu d'une sorte de destin, comme ça, de mercenaire, de conquistador, étonnant, je pense que bizarre? Oui. Je pense qu'il a rêvé d'une carrière militaire. Il faut bien voir que c'est un homme qui a... C'est très curieux d'ailleurs, parce qu'il y a une anecdote qui dit beaucoup de choses. À l'âge de 16 ans, il a fait une fugue, et il est parti sur un cargo en Algérie. Ses parents ne savaient pas où il était passé, et donc... Et c'est une période, d'ailleurs, il a été dépucelé dans la Casbah d'Alger. Enfin, tout ça, il aurait raconté ça avec beaucoup de détails. Et là, on voit bien qu'il veut naviguer, il veut partir, il veut foutre le camp. Il y a toujours chez Chirac l'idée de filer, quoi, de foutre le camp. Il a été dépucelé après sa nuit de noces avec Bernadette? Je crois que c'était bien avant. Là, vous êtes très mauvaise langue. Ah. Oui. Et donc, il s'en va. Et puis, il revient. Oui, c'est ça. Et le père l'attend sur le quai, et à ce moment lui dit « tu vas faire un battu », voilà. Etc. Donc il y a toujours chez Chirac, à un moment où il s'en va, il fugue. Alors ça, c'est toutes les histoires avec les femmes, etc. Ça a été ça. On va en parler. Et puis, il revient à la maison. Et en politique, c'est ça. C'est-à-dire Chirac, c'est à la fois un homme qui a des intuitions, qui a eu sur la fracture sociale, des choses comme ça, il perçoit des choses, et il revient toujours dans une forme d'ordre, et parfois même de routine. Et donc ça, c'est un peu le problème. Et au fond, il aurait adoré être autre chose que faire de la politique. Et il dit, je fais de la politique sur ordre, Pompidou a voulu que je me présente aux élections législatives en Corrèze, j'y suis allé. Donc il y a toujours quelqu'un qui lui demande de faire les choses, il les fait très bien d'ailleurs. Mais ce qu'il veut faire lui,
c'est parfois il ne l'accomplit pas. D'où le fait que j'ai toujours eu le sentiment qu'il était passé, ça peut paraître très paradoxal d'ailleurs, quand on voit la carrière de cet homme, un peu à côté de sa vie. Alors, c'est une chose très étonnante, Chirac a été fiché par la police et considéré comme politiquement suspect et a eu du mal à avoir son visa pour les USA. Alors ça, c'est Bernadette qui vous raconte que Chirac était inscrit jeune au PC, alors que lui dément. Il dit, parce qu'il y a une photo où il est avec sa carte du PC, etc. Il vous raconte juste qu'il avait vendu l'Humanité dimanche, place Saint-Sulpice, et que ça lui avait valu d'être fiché par la police. Mais il avait des tentations communistes, ou c'était pour rigoler, Vous n'avez jamais été communiste, vous hier. Sûrement, c'est ça. Non, je ne sais pas là qu'il y avait une espèce de velléité comme ça. C'est un peu une forme de révolte, c'est une forme c'était un jeu, je crois. Non, en fait, il était pacifiste. Il était pacifiste, et ça, c'est vrai. C'est un guerrier pacifiste. Si vous méfiez des pacifistes. Voilà. Il y avait un côté, il aimait faire la guerre, mais en même temps, il faisait la guerre parce qu'il fallait faire la guerre, il était soldat. Mais au fond, quand vous regardez bien sa politique étrangère, il n'a pas fait la guerre en Irak, il a fait en sorte que la guerre dans les Balkans, enfin ce qu'on appelait les Balkans avant, mais en Yougoslavie, se règle. C'est lui qui a réglé la question de la guerre en Yougoslavie. Donc il préférait la paix à la guerre, sachant très bien que la guerre, de toute façon, par définition, il fallait la faire. Mais il y avait donc il a été pacifiste en 1952, en ce sens qu'il a été pour l'appel de Stockholm, qui était un appel pour le désarmement, etc. Donc c'est ça qui l'a rapproché du Parti communiste. Mais, enfin, il n'a jamais été communiste. Bernadette disait qu'il avait sa carte, je ne crois pas du tout. Enfin, ça l'a fait rire, lui, mais bon, peut-être qu'il a eu sa carte. Enfin, mais elle l'avait, la photo? Oui, j'ai demandé est-ce que vous avez la photo, elle a été incapable de me la montrer. Donc, mais tout ce qu'elle pouvait dire pour l'embêter, elle le faisait. Les propos de Bernadette sur Sainte-Marie, c'était terrible. On va en parler maintenant de son histoire avec Bernadette. Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir un grand souvenir de Bernadette, parce que quand vous lui demandez de narrer ses fiançailles, il vous dit « demandez à ma femme ». Oui, oui. Vous voulez prendre un verre Non, ça va. Quand on parle de Bernadette? Oui. Non, moi j'aime beaucoup. Si ça vous rase, dites-moi. Ah non, pas du tout. J'aime beaucoup Bernadette. Ah oui. J'aime beaucoup cette femme. Cette noble en peau de lapin? Non, mais c'est une femme, d'abord, très intelligente, très drôle, d'une méchanceté absolument extraordinaire, mais très drôle. Moi, j'ai passé des soirées avec elle. Elle m'a appelé le soir en me disant « méfiez-vous de l'entourage ». Et puis après, on passait des soirées dans des hôtels à dîner très tard parce qu'elle était incapable de rentrer chez elle avant 2-3 heures du matin. Et en même temps, elle avait un sens politique certain. Elle était beaucoup plus à droite que lui et en même temps beaucoup plus libérale sur les questions des mœurs, etc. Bon. Et elle avait quand même une vie assez étonnante, mais en même temps, elle a quand même supporté un homme qui l'a trompée quasiment en permanence. C'est pas un secret de ça de le dire. Donc, je pense qu'elle a été jusqu'à la fin très amoureuse de lui. C'était très, très, très pathétique de voir comment, et en même temps très beau, de voir comment elle parlait de lui. Devant lui, elle était capable de dire des horreurs. Et quand on était tous les deux, ou quand il n'était pas là, on sentait à quel point elle l'aimait, et au fond lui aussi. Ça, c'est un peu le mystère des couples. Et alors c'est assez beau, parce que drôle, parce que la grand-mère maternelle de Bernadette voulait donner à Chirac un titre de noblesse. Et Chirac répond « Mon phénomène de giscardisation n'avait pas atteint ce degré ». Oui, je trouve ça assez drôle. Je sais pas, elle voulait qu'il s'appelle De Chirac. Mais je ne suis pas sûr que ça n'ait pas été inventé par lui. Il était capable d'inventer beaucoup de choses. Mais alors, c'était très drôle, parce qu'il a fait aussi un coup tordu au père de Bernadette, parce que le père de Bernadette avait été classé comme communiste. Il était un militaire, il avait un dossier militaire qui disait communiste, et il était allé voir Chirac pour demander à ce qu'on enlève... Non, ça c'est Chirac, non, vous confondez, c'est Chirac qui, dans son dossier, à cause de l'appel de Stockholm, dans son dossier militaire, il était fiché communiste. Et donc Chirac est allé voir son oncle, qui s'appelait Geoffroy de Courcelles, qui n'est pas n'importe qui, parce que Geoffroy de Courcelles, c'est l'homme qui a accompagné le général de Gaulle à Londres en 1940, qui est monté dans l'avion, qui a quitté Bordeaux avec de Gaulle. Bon. Donc, et Courcelles l'a envoyé balader. Voilà. Donc il a été fiché communiste. Il a été fiché communiste pendant pas mal de temps, et donc il a été un peu gêné dans sa carrière au départ. Après, ça c'est réglé. Mais il est resté entre Chirac et les communistes un lien très fort. Et d'ailleurs, son élection en Corrèze est en partie liée à ça. Il y avait une espèce de bienveillance des communistes qui a été confortée en 1968 au moment de la négociation et la CGT. On voyait bien que Chirac avait, pour les communistes, d'abord il parlait russe, il avait une admiration pour la Russie, pas forcément la Russie soviétique, mais la Russie,
Et il aimait les Russes et il avait beaucoup de respect pour les communistes. Alors, on va quand même parler encore un petit peu de Bernadette, parce que c'est terrible, parce qu'il aimait une jeune américaine, son père le fait épouser Bernadette, et le lendemain de la nuit de noces, il déserte le domicile conjugal pour partir en Algérie. Il part faire la guerre, il déserte pas. C'est pour ça que j'ai cru qu'il s'était dépucelé, je me demandais s'il s'était dépucelé après sa nuit de noces. Non, je crois qu'il n'a pas attendu. Non. C'était bien sa nuit de noces. Non, le mariage, c'est très curieux ce mariage, parce qu'en fait, là aussi, je disais tout à l'heure qu'il foutait le camp, c'est-à-dire il part aux États-Unis, il est fiancé avec elle, voilà. avec Bernadette, et il n'a qu'une envie, c'est de partir. Oui. Et donc il part aux États-Unis, d'abord il part comme étudiant, et là il rencontre une Américaine, qui était pas mal, enfin voilà, donc il tombe amoureux, j'en sais rien, en tout cas ils ont une relation. Il y a un mépris dans le pas mal. Oui, non, parce que non, je dis pas ça, non, je dis pas ça. C'est une grand-mère. Je veux dire pourquoi, parce que en fait, quand un jour il me montre une photo dans Paris Match, on avait retrouvé l'Américaine. Ah oui. Et alors, bon, effectivement, les années avaient passé. Et donc, et alors je lui dis, ouais, pas mal. Oui. Elle me dit, oui, je sais bien, tout le monde trouve qu'elle est moche. Mais enfin, il n'empêche que voilà. Donc, tout le monde s'était moqué de lui, sa femme évidemment, Claude, etc. Voilà. Mais il avait gardé ce souvenir de cette Américaine. Et en fait, je ne pense pas qu'il aurait épousé l'Américaine, mais je pense qu'il n'avait aucune envie de rentrer. Et finalement, et là on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, le père l'appelle, la mère l'appelle, en disant, enfin, tu es fiancé. Et donc, il rentre. Et là, vous êtes témoin vous avez même été témoin des querelles entre Bernadette et Chirac, où Bernadette lui dit « Vous n'auriez été rien sans moi », et Chirac lui répond « Mais qu'est-ce que vous dites? Des conneries, comme d'habitude. » C'est un jeu. Le problème, c'est qu'il fallait faire attention à ça. Moi, j'étais témoin de beaucoup de choses comme ça, de moments, de scènes assez terribles, hein, d'ailleurs. Il se déchirait, il pouvait se déchirer, et en même temps, c'est un peu comme les jouandeaux. Vous savez, Marcel Jouandeau et sa femme se disputaient tout le temps. Et en même temps, ils étaient inséparables. Et chez Chirac, il y avait... C'est elle qui le provoquait beaucoup, mais c'était un jeu, il fallait faire très attention à ça. Moi, je me souviens d'une fois, Bernadette m'avait dit, mon mari, c'était en Corrèze, a construit un monastère. J'ai dit, écoutez, votre mari n'a pas pu construire un monastère, il n'était pas religieux. Alors après, j'ai fini par comprendre qu'il avait rénové le monastère. Donc, bon. Et comme Bernadette était hantée par l'idée que son mari était assez anticlérical, bon, il n'aimait pas les curés, bon. Il aimait l'abbé Pierre, mais enfin, en dehors de ça, il n'aimait pas les curés. Enfin, tout ce qui était un peu marginal lui plaisait, mais pas forcément les gens. Bon. Et donc, en cours de route, c'est extraordinaire, il a charrié sur les sœurs, il disait, mais il y a les sœurs, tout ça, mais qu'est-ce qu'on doit dire? Les sœurs leur dit, mes bonnes ou mes sœurs, etc. Et elle devenait hystérique avec ça. Et quand il est arrivé sur place, il était à moitié agréable avec les sœurs, puis à un moment, il s'est enfermé dans la voiture. Et donc, c'était compliqué. Il y avait entre eux un rapport, parfois, qui pouvait être un peu houleux, avec... la première fois que j'ai vu Bernadette, elle m'a reçu elle avait un bureau, elle s'occupait des hôpitaux de Paris, elle m'a reçu dans le bureau, et puis, d'abord, elle m'a fait un peu attendre, ce qui n'était pas grave, mais au bout d'un moment, j'ai entendu une voix qui disait « Je crois avoir aperçu une paire de jambes ». C'était moi, la paire de jambes. Bon. Et donc, elle arrive, et je me suis dit, bon, je savais qu'elle était redoutable, mais le courant est très vite passé. Et puis elle me dit... Une paire de jambes en premier. Mais parce que je ne sais pas, elle avait dû voir une paire de jambes. Bon, peu importe. Vous êtes arrivé à reculons. Oui, c'est ça, oui. Et donc, et en fait, elle me dit tout de suite, elle me dit, vous savez que mon mari est né sur un tas de fumier. Alors j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire, en fait, il est d'une extraction très banale. Bon. Et donc, voilà, je me suis dit, effectivement, ça va être compliqué, mais en même temps, c'est comme dans souvent tous ces couples-là, il faut surtout assister à ça à distance, en se disant, ils vont toujours, de toute façon, se réconcilier sur le dos de la personne qui pourrait éventuellement... Vous auriez été Donc, ça faisait partie, au fond, aussi un peu de... Vous savez, un jour, je lui ai posé une question, je lui ai dit, ben, enfin, on est arrivé à un moment où on pouvait se dire beaucoup de choses, et on parlait des femmes, précisément, et je lui ai dit, mais vous avez quand même beaucoup trompé votre femme. Alors il me regarde, il éclate de rire, il me dit, non, vous vous trompez, je n'ai pas trompé de femme, je me suis trompé de femme. Oui, c'est génial. C'était une formule à Sacha Guitry, en fait. Après, j'ai pensé longtemps que c'était Sacha Guitry, mais en fait, c'est de lui. Et Bernadette disait de lui, il empile les femmes comme les dossiers. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'était les deux. Et un soir, je me souviens très bien, au château en Corrèze, au château de Bitty, à un moment donné, on était tous les deux. Bernadette, c'est Bitty qui vous fait rire, j'imagine. Et donc, on était tous les deux. Et puis, lui était monté se coucher. Et alors, je lui dis, mais il va manquer un chapitre dans les mémoires de votre mari. C'est évident. Elle me dit, oui, vous voulez dire les femmes. Je dis, oui. Et elle me dit, si vous voulez, je vous fais la liste. Ah oui, Donc, elle avait...
tout ça, mais ça veut dire aussi quand même un peu de souffrance derrière tout ça, parce qu'en même temps, elle a gagné la partie. C'est-à-dire, elle avait dit un jour, je suis son point fixe. Je pense qu'à 2 reprises, il a failli divorcer, mais il n'a pas été... c'est là où on retrouve ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire, le au fond, une fuite en avant et puis le retour au bercail. Et les 2 amours qu'il a eus, qui ont, on lui a expliqué, notamment, le premier, c'était Marie-France Garot, lui avait expliqué que s'il divorçait, sa carrière politique était terminée. C'est l'époque où c'était vrai, parce que même Mitterrand n'avait pas divorcé. Et donc, il a reculé, et il est resté avec Bernadette. Mais je pense qu'à plusieurs reprises, elle a senti de passer le vent du boulet. C'est drôle parce que Bernadette disait, j'aurais pu faire un bien meilleur mariage, j'aurais pu par exemple épouser un prince héritier, j'aurais pu être reine. Oui. Elle y croyait ou c'était du second degré? Ouais, je crois qu'elle y croyait. Ah oui. Je crois qu'elle y croyait. Je pense qu'elle avait une haute idée de sa condition d'aristocrate. Alors après, il y avait non, mais elle y croyait, puis en même temps, elle avait beaucoup d'humour. Donc elle pouvait rire de beaucoup de choses. Mais je pense qu'elle a le sentiment d'avoir épousé un roturier, d'avoir épousé un type très beau. Alors évidemment, ça, je pense qu'évidemment, elle n'aurait pas trouvé forcément un prince héritier aussi beau que Chirac Oui, une sorte de John Wayne, à 20 ans. Voilà. Un physique hollywoodien. Gary Cooper, plutôt. C'est un peu Gary Cooper, plus. Oui, je Voilà. sais pas. Ouais. Donc il avait... Non, parce qu'on l'a beaucoup comparé à Gary Cooper, c'est pour ça. Et donc il y avait cette espèce de beauté comme ça, et puis elle était fascinée, elle était très amoureuse de lui, mais en même temps consciente que ce garçon-là ne lui appartiendrait jamais totalement. D'ailleurs, je crois que Chirac n'appartenait à personne. Mais alors, quand on voulu parler de ses enfants naturels au Japon, vous dites, est-ce que vous avez un enfant naturel au Japon? Il vous répond, mais pourquoi un? Oui. Là, il y avait toujours un sens de la formule pour finalement détourner les choses. Mais alors, c'était vrai qu'il avait des enfants naturels? Bon, oui, pourquoi pas, enfin, je ne sais pas. Vous avez retrouvé? Non, il m'avait raconté que le général de Gaulle, par contre, beaucoup de gens venaient du Liban, quand il était Premier ministre, ou président de la République d'ailleurs, en lui disant, nous sommes les fils naturels du général de Gaulle. Ah oui? Donc voilà, mais bon, Moi, ça peut arriver. C'était le maréchal Pétain qui était très obsédé sexuel et Oui. Jean-Marie Roy m'avait dit que c'était le maréchal Mais Pétain. Jean-Marie Roy connaît tellement le maréchal Pétain que j'abdique. Il raconte que le maréchal Pétain est allé à Alger pour trouver des femmes. No comment. Je passe à la question suivante. Non, mais il y a une scène très drôle. C'est Chirac avec sa maîtresse, qui est une journaliste au Figaro, Jacqueline Chabridon. Et en Inde, il part en voyage officiel avec Bernadette, donc ils sont les deux à New Delhi. Et il y a une photo de lui avec sa maîtresse, et le journal titre Chirac et le Premier ministre et sa femme en voyage officiel. Ouais. C'est partie des choses qu'elle a un peu endurées. Et donc, effectivement, ils étaient l'un à côté de l'autre. Il marchait, lui et sa maîtresse de l'époque. Mais il a vraiment failli. Ça a été une histoire d'amour, c'est une véritable histoire d'amour. Mais elle a mal fini, la pauvre. Non, elle a épousé. Non, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a épousé le professeur Lyon-Camp. Et ça vous dit rien, le professeur Lyon-Camp, mais c'était un grand. Il est toujours vivant d'ailleurs. C'est un grand spécialiste des problèmes de santé, notamment de Chirac. Ah. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, Bernadette Chirac, ça c'est la vengeance suprême, a demandé au professeur Lyon-Camp, donc le mari de la maîtresse de sa maîtresse, de la maîtresse de son mari, donc, qui avait épousé Lyon-Camp, de faire le constat de l'état de santé de son mari. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que ce constat, qui a publiquement révélé que Chirac était gravement malade et qu'il ne pouvait pas aller à son procès, etc. Donc c'est le professeur Lyon-Camp qui l'a fait. Donc vous voyez, ça fait partie de la perversité de ce milieu. Mais est-ce que cette pauvre fille qui était journaliste au Figaro, Simone Veil l'avait dit... Elle a épousé Charles Hernu, entre autres. Elle en a épousé du monde. Il y a tout le beau temps mondain qui va défiler. Mais Simone Veil lui avait dit, vous êtes sa parente pauvre, il ne vous épousera jamais. Et c'est vrai que du jour au lendemain, la veille il voulait l'épouser, du jour au lendemain elle a été vincée en quelque sorte. Oui, alors je crois, enfin il semblerait, je le dis dans mon livre, mais c'est une rumeur qui a circulé, qu'elle est même avortée à ce moment-là, en tout cas qu'elle a eu un enfant de lui. Ah oui. Donc ça a été une tragédie, oui. C'est une tragédie. Après, bon voilà, après elle a continué elle a refait sa vie puisqu'elle s'est mariée, etc. Mais je pense que ça a été un grand moment de la vie de Chirac qui, après, n'en parlait plus. J'ai essayé de le faire parler des femmes, c'était... en dehors de me dire que certaines avaient des frelons dans la culotte, c'était la seule chose qu'il pouvait dire. Vous voyez, mais quand vous parlez avec Bernadette des conquêtes de Chirac, elle vous se met à énumérer des noms que vous ne citez pas d'ailleurs, malheureusement. Il y en a beaucoup. Hein. Vous n'avez pas la liste complète. Non, j'ai pas la liste complète. Il n'y avait pas assez de pages dans le livre. Mais elle vous raconte qu'elle hésitait à divorcer et que 2 choses l'ont retenue, les enfants et les traditions familiales. Je vais vous dire une chose, lui était très agacé par le divorce en soi. Il n'aimait pas les gens qui avaient divorcé. Je me souviens de discussions où je lui demandais de me parler d'un diplomate
un personnage très connu, qui a été secrétaire général du Quai d'Orsay, vous trouverez facilement. Peu importe d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'aime, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui avait quitté sa femme et qui vivait avec sa secrétaire, et qui avait épousé sa secrétaire. Et alors je lui dis, faites-moi le portrait de cet homme. Cet homme était quand même un personnage qui avait joué un rôle certain dans la diplomatie. Et la première chose qu'il me dit, vous savez qu'il a divorcé? Et je dis, ah bon, oui, voilà. Donc le divorce, pour lui, c'était la rupture, c'est une vision très bourgeoise, finalement. Il était assez bourgeois, finalement, Chirac, dans sa vision des mœurs. Et on ne divorce pas, on peut avoir plein de maîtresses, on peut avoir des enfants à l'extérieur, mais on ne divorce pas. Et en plus, quand on a des enfants, je pense qu'il a assez mal vécu, par exemple, non pas le mariage de Claude avec son mari actuel, mais le fait que son mari divorce pour épouser Claude. Ça faisait partie des choses que Chirac n'aimait pas. C'est drôle parce que dans mon intro... Et Bernadette n'avait pas un jugement très différent là-dessus. C'était des couples qui ne divorçaient pas. Oui, dans mon intro lyrique et ridicule, je disais que Chirac n'était pas un aristo, ni sûrement pas un grand bourgeois. Et est-ce que d'une certaine façon, Chirac était un bourgeois? Non, c'était pas un bourgeois, il disait qu'il n'aimait pas aller... Par exemple, il ne serait pas venu ce soir parce qu'il n'aimait pas les mondanités. Non pas que vous soyez mondain, mais enfin, un peu de mondanité, il n'aimait pas ça. Il disait, je préfère être assis chez moi que debout chez les autres. Bon. Donc, on m'a dit que vous disiez de moi que je disais que j'étais le meilleur ami de tout le monde. J'ai dit ça de vous? Ah oui, ça c'est Arthur Poli qui vous a dit ça. Non, je vous rencontre avec plaisir pour la première fois. Alors, il n'était pas bourgeois. Il était bourgeois un peu il était un peu traditionnaliste, voilà, dans certaines choses. Il racontait, par exemple, il parlait à propos du Flore, des dîners parisiens. Il disait, j'ai jamais fréquenté le Flore et les dîners parisiens. Et il parlait à propos de l'Afrique, ça c'est drôle. Il disait, je me défends de ceux qui se font de l'Afrique une idée fumeuse et abstraite au Flore. Oui, il n'aimait pas les intellectuels. Ouais. Il trouvait que c'était... Alors, si, il aimait Jean Mallory, par exemple, il aimait les grands ethnologues, il aimait les grands professeurs, il aimait Yves Coppens. Il aimait des gens qui savaient. Des gens qui étaient pour lui des savants. Mais qui il aimait comme écrivain par Jean Mallory? Non, je ne crois pas en tout cas, il aimait un certain nombre d'écrivains chinois, japonais, etc. Mais je ne crois pas qu'il ait beaucoup fréquenté d'écrivains en France. Il aimait Mishima? Beaucoup. Ouais. Il y avait le dit du Genji chez lui, il y avait beaucoup d'œuvres d'art, il y avait une véritable culture il aimait la musique chinoise. Bon, voilà. Il aimait aussi Pierre Boulez, ça explique peut-être des choses. Mais ça, en tout cas, c'est beaucoup plus inquiétant. Il avait des problèmes de surdité. Non, c'est une culture à part. Mais c'est une culture totalement authentique. Et je crois qu'au fond, il n'aimait pas beaucoup la littérature. Il connaissait mal la littérature française contemporaine, en tout cas. Et il n'aimait pas les intellectuels. Alors, il avait été soutenu par quelques-uns, Régis Debray, Jean-Claude Guilbault, etc. Et même Emmanuel Todd un peu au début. Même Jean Hedern. Tout ça, c'est... Oui, Jean Hedern. Enfin, Jean Hedern avait changé beaucoup de paroisse. Oui, Jean Hedern était sous 6 grammes de coke et 10 grammes de vodka. Voilà, il aimait les gens qui l'impressionnaient. Et un intellectuel, ça ne l'impressionnait pas. Il trouvait ça un peu fumeux, il pensait que c'était des gens qui... Voilà. Il aimait Tillinac. Tillinac a toujours pensé que Chirac l'aimait, en tout cas. Quelle mauvaise langue. Il y a une phrase très belle... Vous m'avez déjà découvert, finalement. Alors que Tillinac est le père spirituel de cette Mais émission. non, je ne devrais pas dire ça de Denis. Non. Qui a été conseillé pour Chirac, pour l'Afrique. Denis Tillinac est quelqu'un... D'abord, chacun a son Chirac. Voilà. Et Chirac, il avait une façon assez habile de faire croire à tout le monde qu'il était le vrai Chirac. Voilà. Donc, vous étiez de gauche, vous pouviez repartir avec l'idée que Chirac était de gauche. Vous étiez de droite, vous pouviez repartir avec l'idée que Chirac était de droite. Vous étiez corrézien, Chirac, vous réussissez à vous convaincre qu'il était corrézien. Or, il était tout ça, et il était tout à fait autre chose. Voilà. Et Denis Tillinac s'est fait une certaine idée d'un Chirac qui, à mon avis, n'était pas tout à fait juste. En plus, il l'a identifié à droite, ce n'était pas un homme de droite. Il a pensé que la Corrèze, c'était l'univers de Chirac. Tillinac ne comprenait rien à l'histoire du Quai Branly, par exemple. Non, c'était pas vrai, tout ça. Bon, il avait son Chirac à lui. Et qui plus est, je pense que Chirac lui en a un peu voulu d'être devenu sarkozyste à la fin. Bon, parce qu'il y avait un petit côté opportuniste chez Denis, paix à son âme, mais enfin, il y avait un petit côté opportuniste. C'est vrai qu'il avait des allures de paysan clochard, mais en fait, il n'était pas si paysan clochard que ça dans la tête. Sans doute pas.
Enfin, moi, mon avis. Mais il a écrit un très beau livre. Le venin de la mélancolie. Le venin de la mélancolie est un très beau livre où il raconte. C'est beau la manière dont il parle du Chirac. Et la Corrèze et le Zambèze, qu'il a aussi écrit, qui est très beau sur ses mésaventures avec Chirac. Mais je pense que Chirac que Denis Gignac est très. Il a profondément aimé Chirac. Il a profondément aimé Chirac, mais il l'aimait comme un personnage littéraire et il ne comprenait rien à la politique. Enfin, oui, si on veut, oui, il avait compris certaines choses, mais il avait des intérêts politiques aussi. Denis Gignac, il a quand même été à un moment donné conseiller pour les questions africaines. Oui, mais il faut bien vivre. Oui, c'est ça. Je le défends corps et âme. Vraiment. Plutôt âme, comme dirait quelqu'un. Je suis le seul à avoir lu tous ses livres. Je vois que ça je vais reboire du champagne parce que oui, c'est alors, bien. Oui, non, mais c'est très bien. Non, mais c'est pas un problème. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est en mémoire à. C'est ça, je bois la décès. mémoire de Denis Gignac. Non, il y a une phrase très belle de Chirac. Il dit De Gaulle m'a appris la grandeur de la France, Pompidou la sagesse de la France et Mitterrand la culture de la France. Ben voilà. Ça, c'est très juste. Il a appris chez chacun. Et alors, maintenant, on va rentrer un peu dans les petites intrigues et dans les petites. Les commérages. Mais par exemple, après qu'il ait quitté le pouvoir, Chirac faisait semblant de ne pas savoir qu'il était le Premier ministre. Ah oui. Il me dit, voilà, ça c'était terrible. Oui, c'est l'histoire Fillon. Mais l'histoire Fillon. Non, il n'aimait pas que Fillon. Il n'aimait pas François Fillon. Il trouvait que. Il le trouvait faux cul, pour être clair. Il avait 20 ans d'avance. Il me disait, oui, enfin moi j'ai voté pour François Fillon, je trouvais que ça aurait pu être un bon président de la République, mais enfin bon, passons. Et donc, ceci dit, le personnage de François Fillon est effectivement tel que le décrit Jacques Chirac, c'est-à-dire un personnage très tortueux, un personnage un peu masqué, un personnage bon. Et donc, et Chirac avait un mot terrible, il me dit, vous savez, en Corrèze, il y a toujours une mauvaise bête dans le troupeau. Oui, oui. Et donc, il était la mauvaise bête du troupeau pour Chirac. Et donc, ce jour-là, je lui dis... Alors, Fillon s'était mal comporté vis-à-vis de Chirac, il avait dit des horreurs quand il avait été viré du ministère de... Je ne sais plus dans lequel, l'éducation nationale, je crois. Et en disant, la seule chose qui restera de Chirac, c'est moi, enfin, c'est ce que j'ai fait, etc. Bon, enfin, ce monde n'est pas très tendre, évidemment, mais... Et donc, ce matin-là, je lui dis, qu'est-ce que vous pensez de François Fillon ? Il me dit, François Fillon... Alors, là, il faisait vraiment exprès, mais bon. Et je dis, oui, il est Premier ministre. C'était l'époque où Fillon était Premier ministre de Sarkozy. Et il m'a dit, mais enfin, François Fillon, Premier ministre, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. De quoi vous me parlez? Mais personne ne le sait, personne n'est au courant de ça. Fait, on est parti sur un numéro incroyable, tout ça pour me faire comprendre. En fait, il détestait ce personnage et qu'il le méprisait. Et donc, c'est parti des choses assez drôles qu'il y avait entre nous à des moments donnés, où il jouait beaucoup sur une sorte d'amnésie qui était vraiment totalement simulée. Est-ce qu'il avait compris le rapport bizarre de l'argent avec Fillon, de l'argent de Fillon à l'argent de François Fillon? Vous savez, les rapports de Jacques Chirac et de l'argent... Oui, on va en parler après. Voilà. Non, je me souviens, il y avait... Non, je crois qu'il savait... Le problème de Fillon, c'est souvent d'ailleurs le cas, j'ai écrit un roman que vous n'avez pas lu, mais qui vient de sortir, qui s'appelle Le corps d'origine, où je raconte que l'histoire d'un homme politique qui a fondé toute sa carrière politique sur le mensonge. C'est-à-dire qu'il a menti, il est candidat à la présidence de la République, il va peut-être être élu, mais il y a un scandale qui éclate, un scandale de mœurs, et en fait ce personnage a triché sur l'argent, sur ses idées et sur sa sexualité. Et c'est parfois le cas d'un certain nombre d'hommes politiques. Et donc tout est un peu faux. Enfin là, ça ressemble vraiment à... Tout est un peu faux. Fillon. Oui, oui, enfin, moi je ne sais pas sur la sexualité, en tout cas sur l'argent, oui. Mais il y a des insinuations insupportables. Insupportables. Mais donc ce personnage-là, je pense que Chirac l'avait senti, ça. Mais sur l'argent, non. Chirac, c'était pas un critère pour lui. Moi, j'avais vécu une très belle scène, en fait, une scène qui m'avait montré de la défaite de Fillon. C'était la veille de l'organisation de la manifestation du Trocadéro. Donc, quand les armées de Fillon étaient défaites, quoi. Fillon, il y avait beaucoup de monde, hein, Trocadéro. Oui, mais Fillon allait perdre. Tout était perdu. Et on était 200. Et c'était comme vous y étiez? Oui, j'étais dans l'organisation. Ah, vous étiez dans l'organisation. Et en fait, ce qui était terrible, c'était comme à Sigmaringen, c'est-à-dire que les gens se battaient pour des postes qui n'existaient plus. Sigmaringen. Non, mais les gens disaient, toi tu es responsable Normandie, moi je voudrais être responsable Normandie, et les gens essayaient de faire des magouilles, des manœuvres pour qui allait être responsable de Haute-France, qui allait être responsable Normandie. Et en fait, on voyait 200 personnes en train de se péter la gueule, se disputer pour des postes qui n'existaient plus. On était sur un rafio. Et ils se disputaient pour savoir qui allait être le commandant alors que le bateau était en train de sombrer. Et là, moi, j'ai vu Fillon sombrer.
Enfin, il a quand même fait 20% des voix, donc ça veut dire qu'il y avait quand même un potentiel réel. Après, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où, effectivement, les gens qui cachent en politique des choses sont très à la merci de révélations qui peuvent leur être fatales, c'est tout. Parce qu'évidemment, tout le monde a envie de savoir si le candidat, quelle est sa sexualité, avec qui il couche, savoir si sur le plan financier il est clean, etc. Donc ça veut dire que ça devient absolument insupportable, puisque de toute façon, faire de la politique aujourd'hui, ça veut dire être pisté, et qu'à la fin des fins, je pense que c'est les plus médiocres qui font de la politique, et ceux qui ont souvent sont les plus brillants sont des gens, effectivement, qui peuvent avoir des choses à cacher. Oui. Oui, non, mais et donc, il y a une tyrannie de la mais transparence Fillon n'a qui est rien une vu venir. dictature. Ce qui est terrible, ce qui est incroyable dans ces affaires-là, c'est quand les gens ne voient rien venir. Ouais. Mais je dis, du temps de Chirac, mais Chirac avait été quand même condamné à la fin de sa vie. Je ne sais pas si Sarkozy le sera, mais enfin, c'est en bonne voie. Donc, il y a tout ça, prouve aussi qu'il y a forcément dans la classe politique des rapports qui sont parfois un peu troubles, notamment avec l'argent. Alors, Chirac sur Giscard, il se moquait de ses manies, de ses lubies, de sa préciosité, de son côté alambiqué, de sa fausse particule. Et il disait cette phrase très drôle, il allait chasser le gros gibier en Afrique dans des pays où il n'y avait pas de gros gibier. Non, il partait en Afrique chasser de gros gibier dans des pays où il n'y avait que de petits gibiers. Du petit gibier, voilà, c'est oui, ça. Bon, c'est une allusion, évidemment. À Bokassa. Oui, enfin, c'était une allusion assez claire au goût que pouvait avoir Giscard pour les Africaines. Ah oui? Ben oui. Ah, c'était Vous ne pensez pas que c'était ça Moi, vous savez, je suis un peu plus sot et vieille. Ah oui, j'avais remarqué en arrivant, mais il n'empêche que... Vous aviez remarqué ma pureté. pureté Oui, j'ai remarqué votre pureté. Intellectuelle et morale. Non, c'était un jour... C'était une évidemment. Je... Non, mais vous ne connaissez pas l'histoire de Giscard, mais racontez-nous. Ah non, mais je ne suis pas là pour parler de de Giscard. Giscard aimait les Africaines. Bah oui, enfin, ça explique beaucoup C'est l'affaire ce que m'avait Bokassa. dit le petit-fils Bokassa. L'affaire Bokassa dont c'était vous une parlez. histoire sexuelle. Non, il y avait Giscard disparaissait des semaines entières, enfin pas quand il était président, mais quand il était ministre des Finances, pour les chasser, en effet, dans des pays où il n'y avait pas de gros gibier. D'accord. Et ça, Chirac le savait. Donc Chirac, vous savez, il y avait toute l'histoire de Brégançon, qui est une histoire que Chirac a beaucoup racontée, qu'il a réécrite. C'est quoi l'histoire de Brégançon? Un jour, il a reçu les premiers ministres, il est reçu à Brégançon par le couple Giscard, et il est avec Bernadette. Et ils ont invité le moniteur de ski. Giscard a invité son moniteur de ski avec sa femme. Et Giscard, dans sa grande perversité, a oublié de dire que ce jour-là, il fallait arriver en robe longue pour les femmes, et en smoking, ou en tout cas une tenue en costume de ville pour les hommes. Et donc cette malheureuse épouse du moniteur de ski arrive en jupe courte, mais jupe courte, très courte. Et donc, Chirac a été outré, parce qu'il a vu cette femme pendant toute la soirée tirer sur sa robe pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus longue, etc. Donc une humiliation totale devant tout le monde. Elle est arrivée, elle était ridicule. Et il y a vu un signe du mépris. Alors il a raconté aussi que Giscard était sur des fauteuils assez élevés, les autres sur des chaises. C'est là où il a raconté beaucoup de choses, une mise en scène. Mais au fond, il avait vu juste, c'est le mépris social, finalement, de Giscard à l'égard de cette femme qui n'a pas été prévenue. On ne vous dit pas qu'il faut arriver en robe longue. Bah, évidemment, vous arrivez surtout l'été. Donc, à partir de là, il y a eu effectivement... Mais ça a été quelque chose qui a été répété, qui a donné lieu à un véritable, pas scandale, mais qui a beaucoup nui à Giscard. Oui, d'ailleurs, ce qu'on disait de beau de Chirac, c'est qu'il parlait de la même manière à un chef d'État qu'à une femme de ménage. En tout cas, il parlait toujours avec respect. Vous gâchez toutes les belles anecdotes. Non, mais il n'y a pas de... Piqué dans les livres de Tilina, qui oui, parlait à sa femme de ménage comme à... Oui, mais ça, c'est un peu du Tilina. Voilà, voilà. Mais alors, il reprochait un truc, c'était assez drôle, ce qu'il reprochait à Douste Blazy. Il avait dit que celui qui ne comprend pas que les Iraniens sont un grand peuple n'est pas digne d'être ministre des Affaires étrangères. Mais oui, mais ça, vous savez, un jour, il est venu chez moi à la fin, vous ne savez pas d'ailleurs, mais je vous le dis, à la fin de sa vie, j'y étais, oui. Il est venu chez moi comme ça un soir, il s'était invité au dernier moment, bon, il est arrivé avec son conseiller politique et sa secrétaire, et puis il débarque, c'était le moment où on était en train, on venait d'ailleurs, je pense, oui d'ailleurs, de tuer Kadhafi. Et il était outré. D'abord, il aimait bien Kadhafi, et d'autre part, il m'a dit, mais enfin, ces gens-là représentent leur pays. Et c'est ou bien un État, quels que soient d'ailleurs les torts de Kadhafi, les défauts de Kadhafi et tout ça, ou ça sera les tribus, d'une certaine manière. Et on voit ce qui s'est passé, merci BHL et les autres. Bon. Donc, Chirac était outré de ça, et il avait, vis-à-vis des chefs d'État,
quel que ce soit des dictateurs, il n'aimait pas ça, mais par exemple, il avait beaucoup soutenu Saddam Hussein. Pour des raisons très simples, c'est qu'il pensait que ces gens-là représentaient leur peuple, et qu'ils représentaient une culture, et que c'était un État fort, parfois une dictature, peut-être par la force des choses, pour assurer une certaine stabilité du pays. Donc il n'avait pas de ce point de vue-là une logique des droits de l'homme spécialement, non pas qu'il n'était pas pour qu'on torture les gens ou qu'on les massacre, mais il y avait un certain sens de la réelle politique. Oui, c'est l'époque d'ailleurs que Vergès et Roland Dumas avaient écrit un livre qui s'appelait Sarkozy sous BHL, qui est chez Pierre-Guillaume Deroux d'ailleurs, qui racontait comment... mais est-ce que du coup vous êtes partisan de ceux qui pensent que Sarkozy a éliminé Kadhafi parce qu'il avait des affaires? Je ne pense pas, parce que là... J'ai pas envie d'être convoqué. On est entre nous. Non, on n'est pas entre nous. On n'est pas filmé. Mais j'espère qu'on n'est pas entre nous. Je vous rassure, tout ça reste dans la pièce. Ce qui est clair, c'est que... C'est pas du direct. Ce qui est clair, c'est que le jour... Je vais beaucoup vous surprendre d'ailleurs là-dessus, parce que, par exemple, Sarkozy avait reçu Kadhafi à Paris. Ouais. On se souvient, Kadhafi avait ouvert sa tente dans les jardins, etc. Et Chirac trouvait ça, pour le coup, très méprisant et très ridicule. Kadhafi n'aurait pas fait ça avec Chirac. Parce que Chirac avait le sens, le respect de ces gens-là. Mais Sarkozy s'est laissé prendre à ce jeu-là. Et après, il est allé d'ailleurs à Tripoli. Et après, il a découvert que Kadhafi était un tyran. Enfin, évidemment, c'était un tyran. C'est étonnant. Donc, ça, c'est des erreurs à la fois psychologiques et politiques que Chirac n'aurait pas commises, parce qu'il connaissait ces peuples-là. Il connaissait leur culture. Il savait qu'ils n'étaient pas comme nous, que ce n'étaient pas les mêmes origines, ce n'étaient pas les mêmes pratiques politiques, etc. Et qu'à la place de ces gens-là, qui n'étaient peut-être pas des saints, évidemment, qui n'étaient pas des personnages très recommandables, à la place de ces gens-là, ce serait l'inconnu. Regardez ce qui se passe en Irak aujourd'hui. Qui dirige l'Irak? C'est difficile de le savoir. La Libye, c'est un pays, évidemment, qui est devenu absolument infréquentable, ingérable. Enfin, la Tunisie, c'est un peu différent. Mais donc, il y avait... Et ce point de vue-là, c'est vraiment une culture du monde étranger, qui vient de la connaissance que Chirac avait des civilisations. Il savait la différence entre un chiite et un sunnite, par exemple. Oui, bien sûr. Alors que George Bush ne savait pas. Mais cette culture-là, des gens comme Védrine, Roland Dumas, Chevènement l'avaient. Oui, bien sûr. Enfin, Roland Dumas, c'était une culture mélangée, on va dire. Mais il y avait, en tout cas, Védrine, il y avait... Védrine, il y avait l'escroquerie qui était sympathique. Vous connaissez le mot de Mitterrand qui disait j'ai deux sortes d'avocats, d'amis avocats, un pour le droit et un pour le tordu. Le droit, c'était... Badinter. Non, c'était Badinter, c'était Kiechmann. Et le tordu, évidemment, c'était pour... Mais il a été plutôt un bon ministre des Affaires étrangères, je crois. Oui. Et alors, on va finir, juste avant de parler de Sarkozy et des rapports avec Villepin, ce que raconte Villepin, juste dire des méchancetés sur un tube de... Vous êtes insatiable. Ah oui, non, j'ai trouvé toutes les pires horreurs. Chirac sur Guénaud. Ah oui. Non, mais alors ça, c'est s'attaquer, c'est tirer sur une ambulance, parce que Guénaud, je ne sais même plus ce qu'il fait aujourd'hui. Bon, il écrit des livres, je crois. Bon, très bien, il les écrit. Il n'est pas venu chez vous encore? Après ça, non. Ah bon. Alors, si Chirac avait une haine de Guénaud... Non, mais enlevez le mot haine, il n'y a pas de haine. Non, il n'y a pas de haine. Alors, il adorait Guénaud. Non, il me dit... Mais non, je n'ai pas dit ça non plus. Il disait que c'était un type exalté, dangereux, dont on se serait toujours méfié, complètement fêlé. C'est ça. Oui, un jour, j'étais sur un plateau de télévision avec Henri Guénaud. Et Henri Guénaud est venu me voir après. Il m'a dit, il faudrait qu'on se voit, ce serait sympa qu'on parle de Chirac, puis j'ai des projets de livres, etc. Et puis il m'a dit, je me suis rappelé la formule de Chirac sur lui. Je dis, il va le lire, il va savoir que Chirac disait ça. Il disait, il est complètement fêlé. Oui. Mais ça sortait d'où, ça? Mais je crois que c'est vrai. Mais fêlé au sens, non, mais fêlé au sens très original, très singulier, très... Vous savez, c'est lui qui avait écrit, je crois, ou en tout cas inspiré le discours hallucinant de Sarkozy en Afrique. Oui, non, c'est lui. Où Sarko va en Afrique, il explique aux Africains que, en fait, l'homme africain n'est jamais entré dans l'histoire, en tout cas qu'il est entré dans l'histoire bien après tout le monde. C'était même pas ridicule, c'était aberrant. Et Guénaud était un homme il est toujours là, mais qui a des bizarreries, on va dire, voilà. Mais d'ailleurs, c'est un esprit assez fin et c'est un vrai gaulliste, un homme assez cohérent. Après, il a servi Sarkozy, ce qui évidemment... On pourrait comparer ça à Chevènement et Mitterrand, parce que Mitterrand disait, je crois, de Chevènement, je l'aime beaucoup, malheureusement, il est un peu fêlé. Ah, je crois pas. Non, ça, c'est vous l'avez inventé, ça. Comment j'aurais pu inventer ça sur Chevènement? Je sais pas. Non, j'aurais des drôles de lubies nocturnes, là. Non. Mitterrand avait beaucoup de respect pour Chevènement. Non, ça n'a rien à voir. Chevènement est un intellectuel, c'est un homme très brillant. Hein, oui. Alors,
En plus qu'on a reçu. Et puis un homme courageux, que surtout. vous avez publié. Voilà. Vous dites ça parce que vous l'avez Publié ses publié. mémoires, Et moi, je voilà. lui dis ça parce que je l'ai reçu. Bah voilà. Parce que c'est un ami. Alors, on va parler maintenant des relations avec Sarkozy. Chirac, à un moment, n'en pouvait plus des piques et des moqueries de Sarkozy quand il était à l'Élysée. Enfin, il y a deux moments dans la relation. Voilà. Il y a trois moments, d'ailleurs. Il y a un moment en 95, 94 où Sarko est vraiment un peu le fils préféré, quoi. Enfin, un peu l'homme que Chirac, qui n'est pas de Chirac, quoi, par son culot, par tout ce qu'il est. Bon. Très proche de Claude. Bon. Et donc, il vit très mal la trahison. Le fait que Sarkozy rejoigne Balladur, évidemment, pour lui, est une trahison qu'il lui a, je pense, jamais pardonnée, en réalité. D'autant plus que les affaires ont commencé à éclater. C'est-à-dire qu'un certain nombre de dossiers sont arrivés du ministère du Budget comme par hasard, dont Sarko était ministre du Budget, sont arrivés sur le bureau du juge Alphen. Donc, il a considéré que certaines affaires, qui concernaient Bernadette en particulier, c'était impardonnable comme façon de faire. Et donc, Sarkozy a échoué, puisque Balladur a été battu. Et donc, Sarkozy a été tenu en disgrâce pendant pas mal de temps. Et puis, finalement, il est revenu, j'avance dans le temps, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en 2002, Chirac se laisse aller, consent à le reprendre comme ministre de l'Intérieur, considérant qu'il ne peut pas faire autrement, que ça fait partie du jeu politique, que Sarkozy est devenu incontournable. Et là, dans cette période-là, on voit progressivement Sarkozy être en rivalité avec Chirac, Chirac laissant un peu faire les choses, mais c'est les moments où, précisément, on parlait tout à l'heure des sumos. Il se moque de lui, le compare à Louis XVI en disant il finira comme Louis XVI, en s'occupant de serrure à Versailles. Enfin bref, des phrases très désagréables où il dit un jour je pense à l'Élysée tous les matins et pas seulement en me rasant. Donc il se pose en rival et en tout cas en successeur. Tout ça, Chirac le laisse faire jusqu'au jour où il dit cette phrase, il dit je décide, il exécute. Le problème, c'est qu'il le dit tellement tard que c'est d'une certaine manière, voilà. Sarko continue de faire ce qu'il veut. Et donc, après, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, Chirac avait des mots terribles, d'ailleurs. Il avait dit, vous savez, Sarkozy, il faut marcher dessus, ça porte bonheur. Ouais. Ce genre de phrase. Bon, et après, il y a le troisième. Et l'autre disait, c'est un vieillard carbonisé. Vous savez qu'en politique, les gens s'adorent, mais enfin, ils sont presque plus méchants que vous et moi réunis. C'est-à-dire ils disent des choses absolument effrayantes. Et donc, Sarkozy disant, c'est un vieillard carbonisé. Et vous, un grand éditeur, oui, nous ne pouvons pas être méchants l'un à l'autre. Non, bien sûr. Vous allez méditer. J'édite qui? Moi. Ah, oui, je vais vous éditer. Et donc, vieillard carbonisé, etc. Enfin, passons. Et donc, il ne peut pas empêcher la victoire de Sarko. Il ne peut pas l'empêcher, mais il n'est pas... il ne comprend pas. Je disais tout à l'heure qu'il n'avait pas compris l'élection, le fait que Le Pen soit au deuxième tour. Il ne comprend pas l'élection de Sarkozy. Pour lui, c'est anormal que cet homme-là, donc il laisse faire d'une certaine manière, et puis considère que c'est une anomalie. On verra bien ce qui se passera. Chirac est un peu comme tous les présidents dans l'idée qu'il n'a pas de successeur de toute façon. Donc il n'y a pas de successeur possible. Et en tout cas, s'il y en a, il sera forcément mauvais. Donc, est-ce qu'ils avaient des liens culturels, Chirac et Sarkozy? Aucun. Écoutez, le mot culture ne peut pas s'appliquer à forcément un des deux. Donc, à partir de là, non, ce n'est pas des liens culturels, c'est des liens politiques. Je pense que Chirac a considéré que Sarko était aussi un animal politique. Il pensait qu'il était... alors, être sans foi ni loi, ce n'est pas grave, mais au fond, c'est un espèce d'enfant barbare, un personnage un peu mal éduqué, un peu quelque chose d'un peu... Il l'a vérifié, c'est-à-dire qu'il avait... au fond, la troisième partie de la relation, c'est la partie où Chirac n'est plus au pouvoir et où constamment Sarkozy, comme s'il avait besoin de régler un compte avec lui. Je pense qu'il y a chez Sarkozy est un homme qui a, tout le monde le sait, ça. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu de père, mais il a eu un père très absent. Et donc il y a la quête du père toujours. On le voit bien. Bon, et la quête du père, c'était Balladur à un moment donné, et ça a été Chirac au point de départ. Et j'ai raconté ça à Chirac un jour, je dis au fond, peut-être qu'après tout, il a cherché le père et vous avez refusé cette espèce de paternité. Bon, et donc il me fait signe que tout ça c'est de la psychologie de bazar, mais je pense que c'est assez juste. Et donc il s'est pas senti reconnu par Chirac, et donc il a pris de haut là pour le coup. Et donc... mais une fois élu, on aurait pu s'attendre à ce que Sarkozy devienne grand, d'une certaine manière, devienne un grand président. Mais là il y a les affaires judiciaires. Non, mais au-delà de ça, il y a eu
des propos, notamment un propos qui avait beaucoup blessé Chirac, et qui explique pourquoi Chirac, d'ailleurs, en 2011, va appeler à voter Hollande, c'est que Chirac, au début, ne voulait pas me parler il m'avait dit d'ailleurs une chose qui va vous surprendre, il m'avait dit, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit, il m'a accompagné, il m'a dit, je voulais vous dire, pour mes mémoires, je ne veux dire du mal de personne. Et je lui dis, on va prendre son temps là-dessus, on verra. Bon, finalement, il a fini par se lâcher. Mais il y a un homme dont il ne voulait pas me parler, c'est Sarkozy. En me disant, je n'ai pas vocation, il avait une phrase d'ailleurs qui était très claire, il disait, je n'ai pas vocation à en dire du mal. Et d'une certaine manière, donc ça voulait dire, je n'ai pas vocation non plus à en dire du bien. Je n'ai pas vocation à en parler, en fait, voilà. Donc pendant longtemps, il n'en parle pas, il détourne le truc, il me laisse parler, bon. Et puis arrive un matin où Sarkozy, la veille, a déclaré qu'il y avait eu à l'Élysée des rois feignants. Et il a dit ça devant des parlementaires, président de la République, parlant de son prédécesseur. Alors que la tradition de la Ve, notamment Mitterrand, Chirac parlait très bien de Mitterrand, etc. Enfin, c'est une tradition. Bon. Et donc, je vois Chirac le lendemain, et je lui dis, vous avez vu ce qu'il a déclaré? Parce que moi, je le poussais quand même à dire des choses sur Sarkozy. Bon. Et je lui ai dit, mais vous avez vu ce qu'il a déclaré? Alors, Chirac a commencé par me dire, j'ai vu, mais je crois qu'il parlait de Giscard. Et je lui ai dit, écoutez, non, je parlais de vous. Et vous savez très bien qu'il parlait de vous. Et donc, il me dit, oui, je sais. Voilà. Et là, ça a été à partir de ce jour-là. C'est un peu comme pour Giscard, il y a eu un moment où il a basculé, et il m'a dit tout ce qu'il avait besoin de me dire et envie de me dire sur Sarkozy. Et alors, il y a ce que raconte Villepin pour les emplois fictifs. C'est à un moment, pour regagner sa confiance, Sarkozy propose à Chirac une sorte de pacte sur les affaires judiciaires, c'est-à-dire de mobiliser tous ses réseaux pour venir en aide. Il fait une énorme pression de Sarkozy sur Chirac, et à ce moment-là, il propose en quelque sorte une transaction financière à propos des emplois fictifs. Oui, enfin, que Chirac et l'UMP rembourseraient, et que... C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et Bernadette est très très pour. Bernadette n'a pas envie de payer autant d'argent, etc. Et Chirac s'en fout. Oui, il dit... Chirac s'en fout. C'est le travail de ma femme. Oui, ma femme s'occupe de tout ça. D'ailleurs, un jour, je lui avais parlé des droits d'auteur assez considérables du livre. Et il me dit, c'est pas mon affaire, voyez ma femme, etc. Bon. Donc, il ne voulait pas s'occuper d'argent. Chirac, d'ailleurs, ne voulait pas s'occuper d'argent à condition d'en avoir. Enfin, c'était un peu une façon d'être. Et donc, en effet, il va à ce déjeuner qui a lieu dans un restaurant chinois, qui est Tongyuan, enfin, je ne sais plus lequel, peu importe. Et Chirac m'avait dit avant de partir, parce que là, c'est le lieu de la transaction. C'est-à-dire, Sarkozy est là, Bernadette est là. Il faut qu'ils s'entendent sur la répartition, ce que va payer le parti, ce que la famille Chirac va payer pour rembourser les frais, les emplois, pas les emplois fictifs, mais les emplois fictifs, les emplois fictifs et les frais de bouche de Matignon, de la mairie de Paris. Et donc, c'est quand même des sommes assez importantes. Et Chirac m'avait dit avant de partir, j'y vais, mais je ne dirai rien. Et il est revenu de son déjeuner, il m'a dit, j'y suis allé et je n'ai rien dit. Et en effet, Sarko était totalement sidéré. Il n'a pas dit un mot. Mais il a laissé régler ce problème, considérant que tout ça, d'ailleurs, il avait un mot pour tous les emplois fictifs, tout ça, il considérait que tout ça était il dit, des choses pas sérieuses. Il dit, j'ai jamais fait d'emploi fictif, mais non, mais il savait pas je ne veux pas plaider coupable. Mais il ne savait pas ce que c'était un emploi fictif. Vous auriez eu une vieille cousine corésienne, vous auriez voulu que cette vieille cousine, jeune cousine corésienne, pardon, ait un job à Paris à la surtout vieille. Voilà, bon. Vous auriez téléphoné à Chirac, dit j'ai une jeune cousine corésienne, elle veut s'installer à Paris, elle cherche un emploi. Et vous aurez dit, mais je vais trouver ça. Donc il trouvait un emploi. Il se foutait de savoir si la jeune corésienne en question était bon. Donc c'est comme ça, c'est une certaine époque, voilà. C'est une façon de faire de la politique. Mais vous savez, je pense qu'il y a encore beaucoup d'emplois fictifs à Paris, mais qui sont officiellement pourvus par des gens qui en ont une activité. Ça veut dire quoi, fictif? Ça veut dire que vous avez un emploi, vous touchez un salaire sur une activité que vous n'avez pas. Bon, très bien, c'est pas moral, évidemment. C'est pas très grave. Dans cette émission, nous n'avons que des emplois fictifs. Oui, bien sûr. Des fichistes qui ne travaillent pas, des coiffeurs qui ne coiffent personne. C'est dommage que les fichistes ne travaillent pas. Ils n'ont pas assez bossé ce soir. Comment? Ils n'ont pas assez bossé ce soir. Ça se voit. Malheureusement, on voit les manques. Ça se voit. Écoutez, Jean-Luc Barret, nous étions ravis. Comment s'appelle votre dernier roman? Il est merveilleux. Non, il est merveilleux. Non, mais il vient de sortir. Non, mais d'abord, vous n'êtes pas au courant de ce qui sort. C'est gênant, ça. Donc, non, allez, sérieusement. On coupera ça au montage. D'accord. Ouais. Vous ne coupez rien, ça, d'accord. Non, c'est un roman qui s'appelle Le corps d'origine. Voilà. Qui est paru chez Grasset. Mais il y a quelques jours seulement. Il est paru le 15 avril. Bon. Je reviendrai pour en parler. Voilà. Bien sûr. On pourra lire aussi votre merveilleuse biographie de Dominique de Roux, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous.
et dont on n'a pas parlé ce soir, mais on aurait pu parler. Écoutez, Jean-Luc Barret, mille merci d'être venu avec nous ce soir dans cette émission. À très bientôt, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Claude Lelouch. Salut et fraternité. Très bien, bravo. Ils ont été bien, hein, je trouve. Comment ?